Azul fell-awen, tikkelt tamezwarut. Ad nmeslay ɣef ayen akka yeḍrun akka Usama Alemmas gar twalam-d si 12 يونيو n wayyur-agi i d-bdan ccwal gar snat n tmura l-Isṛayel d Iran. Twalam-d ass-nni 12 13 يونيو mi Isṛayel ḍegger عيني الضجر وكني تحاز كنا مقرن يقمقم كني قرن ان ايران داغني ثاني ياسد كنا نوسن بعد داك ولام داغني لي ميسيل نيتش كاع ايران غير تل افيف يضغط وين يضغط الامريكان ضجرد البومبات ني غا يمون قا لي سونترال نيكليير نيكلان دي ايران ثلاثه ذيك ستكيت ولا من الدوله في ذاكير دي تورنا ياكي من بعدك طغام باكي كي كان يفغات زغاي وكني اد حبسن ياك شوالات ثيمي ايران ثغيس ذكراس قطر اين يتذكر سجين بيرن ونزغايرا يونو غزغير وشو حبسن كان كاكي وكنا نزغ ان مسلاي غف الصفاصيل نناياس نسيقول لي مسا موندانا جافان سي مونريال نتات تمغنس نتلاك دي مونريال عند مسلايا فنشتكي سينير. Bonjour Mondana, Javan, voilà, vous êtes mon invité pour parler un peu de ce qui se passe dans cette région de ton pays d'origine, l'Iran plus particulièrement. Bonjour. Azul Rachid, merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie beaucoup. Voilà, je viens de relater brièvement dans notre langue le kabyle ce qui s'est passé depuis le 12-13 juin. Et puis jusqu'à date où Trump a décidé subitement comme ça de l'arrêt des guerres, l'arrêt du conflit subitement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Ça serait bien si, du point de vue iranien, vous êtes installé au Québec, au Canada depuis maintenant des décennies, mais vous suivez de plus près ce qui se passe dans ton pays d'origine, l'Iran. Ça serait bien de nous relater comment Mondana voit les choses. Oui, c'est sûr que je vais partager mon point de vue comme quelqu'un, comme une Québécoise d'origine iranienne. Qui pourrait être quand même assez différente de la perspective occidentale, les analyses qui est portée par exemple, une bonne partie des Iraniens. Euh, il faut garder ça en tête que l'attaque de l'Israël n'était pas visée les civils iraniens. Alors, ce qui légitimise et ce qui est accepté, ce qui est justifié dans la tête des Iraniens, c'est qu'on était témoin depuis 46 ans. La rhétorique du régime islamique était l'éradication de l'Israël, de l'État juif de la carte mondiale. C'était quelque chose qui était soutenu, qui était confirmé, qui était affirmé à haute voix, très haut et très fort depuis 46 ans. Et aussi, publiquement, c'était affirmé que nos ambitions nucléaires, ça va servir à éradiquer l'État juif de la carte de la région. Donc, puis vous savez, j'ai étudié en physique à l'Université de Téhéran. L'Université de Téhéran, la faculté de physique, c'est situé à côté de l'organisation l'énergie atomique iranien. Et d'ailleurs, plusieurs des scientifiques qui ont été éliminés par l'Israël depuis 12-14 ans, ils ont commencé à faire ça. Ils faisaient partie de mes professeurs universitaires. Donc, j'ai été pendant mes Donc années. Mondana, si j'ai bien compris, qui ont été visés parmi les 9 scientifiques iraniens qui étaient ciblés, ils étaient, vous les connaissez vous-même? En fait, les dernières, je n'ai pas vu les noms, mais Israël a commencé à éliminer les scientifiques nucléaires iraniens depuis 12 ans, là. C'est pas la première fois que c'est arrivé. Puis un de ces scientifiques, docteur Massoud Ali Mohammadi,
qui était un grand cerveau physicien à l'Université de Téhéran, mais qui était vraiment très, très aussi islamiste et très loyal à la doctrine du régime. Ça a été éliminé, ça fait 12 ou 14 ans. C'est pas juste cette attaque-là. Depuis, disons que Israël a commencé à... Plus Ouais. de 10 ans qui a commencé à éliminer les scientifiques nucléaires. Donc, j'en suis pas mal sûre que parmi les dernières qui ont été éliminées, encore il y a des professeurs que je peux connaître. Alors moi, pendant mes années universitaires, j'ai été au cœur de cette idéologie que nos professeurs à l'université, ils nous parlaient que comment l'Iran a été fort dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, comment on était sanctionné par la planète entière, puis comment nos scientifiques, on est arrivés à quand même résister 8, 9 ans aux Irakiens, puis de continuer la guerre et de ne pas laisser le pays à l'Irak. Juste pour dire que à quel point le côté patriotique, le côté nationaliste et le côté que nous, on a résisté, les Iraniens ont résisté, ils ont été très, très résilients pendant des millénaires aux attaques, que ce soit les attaques des Mongols, que ce soit les attaques des Arabes. Ils ont été très forts à toujours résister et survivre. Ça, ça a été une mentalité dans laquelle moi j'ai grandi dans cet Iran après la révolution. Et des fois, même nous, on pense, en fait, moi, je pensais que partout dans le monde, c'est comme ça. Les gens sont résilients, les gens sont résistants, les gens, ils n'acceptent pas d'être colonisés ou d'être méprimés. Ils vont tout faire, ils vont avoir des moyens intellectuels, ils vont réfléchir, ils vont faire tout ce qui est possible pour combattre cet ennemi-là. Mais quand je suis arrivée au Québec, par exemple, je me suis rendu compte que non, il y a des gens qui sont très défaitistes, qui sont très fatalistes, qui peuvent facilement laisser tomber des combats. Et c'est pour ça, en connaissant cette culture, en connaissant cette mentalité, que moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas imaginer que les Iraniens, ils vont laisser tomber la bombe nucléaire. Ce que l'Israël a fait, ce que Trump a fait, c'était juste reculer ce programme pour 10 ans, 12 ans, 8 ans, mais ils vont recommencer. Puis Dana, vous croyez que l'Iran, juste une question de temporisation, ils vont reprendre ça, c'est ça? absolument, absolument. Je viens de cette culture, je viens de cette histoire, je viens de ce pays. Je connais la mentalité. C'est sûr qu'ils l'ont reculé. Donc, on savait que c'est entre 6 mois à 1 an, la bombe nucléaire était prête. Et tu sais, moi, pendant 5 ans de mes études doctorales, j'étais à McGill. J'ai déjà même été à Polytechnique, à l'ETS. J'ai été à l'UQAC où j'ai fait ma maîtrise. J'ai j'ai été dans les universités occidentales et j'avoue que ça n'a rien à voir avec le niveau des universités iraniennes, au niveau scientifique, au niveau de travail, au niveau de rigueur, du sérieux. Donc, c'est pas parce que maintenant ils sont bombardés, parce qu'on sait l'Iran, c'est un pays très riche, le matériel, il peut les acheter. La seule chose qui fait vraiment mal, et même qui fait mal à moi, c'est l'élimination des scientifiques puis des cerveaux nucléaires. Je comprends, on est dans une guerre, puis c'est une question de survie. Et ça, c'est pas remplaçable facilement pour le régime. Vous comprenez? Mais quand même, ça reste des scientifiques, ça reste des cerveaux, puis ils veulent servir leur pays, ils veulent servir leur idéologie. C'est sûr que c'est pas tout le monde, tous les scientifiques en Iran qui approuvent les politiques du régime. Mais à part de ça, la destruction matérielle ou la destruction des installations, il va pas les arrêter.
vous voyez, ils vont continuer. Ils ont déjà, je suis certain qu'ils ont déjà commencé à faire en fait, à faire des plans stratégiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Où on va mettre ces installations-là? Déjà, les bombes américaines, qui est le plus énorme, ils étaient juste capables de pénétrer 60 mètres dans le sous-sol, tandis que déjà les installations iraniennes, c'était à 80 jusqu'à 100 mètres de profondeur. Fait que c'est pour ça que les bombardiers B-2 américains, ils étaient obligés de passer deux fois. Puis les jours après, les Israéliens, ils ont bombardé les mêmes cratères qui a été créé par les bombes B-2 Mais pour ça n'a pas été reporté par les médias. 2 jours après, vous dites que l'Israël l'a frappé encore. Ouais, mais je trouve pas que les médias occidentaux ils rapportent quasiment rien. Mais moi, j'ai la chance puisque je parle perse, alors on a beaucoup de chaînes d'informations qui est maintenant accessible sur le net. Fait que nous, on écoute nos chaînes par rapport à tout ce qui se D'accord. passe en Iran. Euh, donc, le jour Donc Mondana, avant de continuer, vous croyez, parce que maintenant la propagande du régime iranien aussi dit que ils n'ont pas touché vraiment les centrales après, les civils. nucléaires, n'ont pas été touchés parce qu'ils ont été déplacés. Est-ce que vous croyez à ça? Euh, non, je crois pas à ça. Je crois qu'ils ont été touchés gravement, à tel point que moi, comme quelqu'un qui était physiciste puis qui connaissait un petit peu au moins la théorie de ces processus-là, au moins, ça vous prend des centrifuges. Parce que qu'est-ce qui est l'affaire? Euh, Ils peuvent prendre les dizaines de kilos d'uranium enrichi à 60% et les cacher ailleurs. Ça, il n'y a pas de doute à ça. Puis ils l'ont déjà fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute à ça. Mais l'affaire, c'est que cet uranium-là, pour pouvoir être utilisé dans une bombe, il faut qu'il soit enrichi à 90%. Et pour l'enrichir de 60% à 90%, ça prend des installations de centrifuges. Alors, ces installations-là, ils ont été détruites. D'accord. Donc, ils ont ces dizaines de kilos de uranium enrichi à 60% cachés quelque part. Ils l'ont pas laissé à Fordo, ils l'ont pas laissé à Natanz en sachant que les bombardements s'en viennent. Mais Est-ce l'affaire, que c'est que quelque part en Iran, caché quelque part en Iran, ou en dehors de l'Iran, parce qu'on parle de certains pays, hein? non, je pense pas que l'Iran peut avoir confiance en Russie ou en Chine ou ramener ailleurs. L'affaire, c'est que parce que les Israéliens, même s'ils savent où ils se cachent, euh, c'est le processus d'enrichissement de 60% à 90%, ça prend beaucoup d'installations de centrifuges. Ces installations-là, ils ont été détruites. Puis, c'est pas juste ces installations-là, parce que même si vous avez le centaine de kilos d'uranium enrichi à 90%, après, vous avez besoin de plein d'autres éléments pour remonter la bombe. Alors, toute cette complication qui vient après, qui est d'autres éléments pour monter la bombe, ils ont été aussi détruites. Donc, c'est pas juste la question de cette centaine de kilos d'uranium enrichi. Ça vient aussi toutes les complications qui n'existent plus, comme les installations ou des équipements qui étaient nécessaires pour monter ce bombe-là. Alors, tout ça, ça va retarder ce projet-là. Qu'est-ce que moi,
pendant ces 12 jours de guerre, je regardais les Européens, je regardais Emmanuel Macron, le premier ministre britannique. En général, c'est que, bon, les Iraniens, ils savent que le régime actuel, c'est un bébé idéologique de la France, de François Mitterrand, ainsi des Britanniques et les démocrates américains. Ils ont été justement des pouvoirs occidentaux qui ont toujours protégé le régime. Et pendant ces 10 jours-là, vous le savez, Emmanuel Macron a parlé 3 fois au téléphone avec Pezeshkian, qui est le président iranien. Donc, maintenant que la guerre est arrêtée, puis on voit pas une chute de régime imminente, je vois les télévisions françaises, les chaînes, je vois les journalistes puis les politiciens, ils sont à quel point apaisés, à quel point rassurés puis tranquilles que le régime reste là. Euh, L'affaire, c'est que l'intérêt de ces pays-là, l'intérêt de l'Union européenne, l'intérêt de la France, l'intérêt de la Chine, même s'ils ne se mêlent pas là-dedans, euh, et l'intérêt des démocrates américains est protéger ce régime puisqu'il canalise les ressources, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources au niveau des cerveaux, vers ces pays-là. Et aucun régime après ce régime va garantir telle canalisation des ressources à partir de l'Iran vers l'extérieur. Donc, un pays comme France, au moins France de Monsieur Macron, où les Britanniques, ils vont tout faire pour préserver le régime. La seule chose qu'ils ne savent pas, par leur vanité démentrice, par leur pensée que, oh non, on est plus avancé, on est plus intelligent aussi ou ça, c'est que pendant un moment, ils vont être tranquilles. Pendant peut-être quelques années, ils vont être tranquilles, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont laisser tomber le projet. Vous comprenez? Ils vont revenir, puis cette fois-ci, ils vont revenir encore plus fort. Ils vont aller faire leur installation à 150 mètres sous-sol, à 200 mètres sous-sol si ça, c'est nécessaire. Donc, si l'Occident, il voulait finir avec tout ce qui est l'islamisme, surtout l'islamo-gauchisme, parce que l'Iran, Moi, quand il pardon, Mondana, avant de oui, rentrer dans l'islamo-gauchisme, etc., vous m'avez étonné en disant que le régime, enfin l'Occident, veut maintenir ce régime à la fin, c'est pas, alors oui, que le plan initial de Netanyahou, même de Trump, il voulait la fin de ce régime. Hein. Comment mais il faut il y a eu ce faire, changement ouais, de cap? il faut faire attention, il faut pas vraiment généraliser. C'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça. Peut-être moi, j'ai pas été assez nuancée dans mes mots. Il faut pas dire tout l'Occident. Il y a des mouvements. D'ailleurs, dès le premier jour de cette guerre, j'avais l'espoir. Je me disais, bon, ça va affaiblir le régime, tout ça. Puis je disais à tout le monde, ça prenait deux fous pour faire ça. Un fou, c'est Trump, et l'autre, c'est Netanyahu. Tandis que les démocrates américains, parce que le régime a été vraiment au début, avant sortie du Shah d'Iran, ça a été beaucoup, beaucoup poussé par Jimmy Carter, parce qu'il savait pas que il va retourner contre les Américains. Vous comprenez? C'était Hmm. avant. Il faut vraiment, au niveau temporel, être très attentif. Ce régime-là, Khomeini, en 1978, quand les Américains ils sont allés rencontrer à Neuf-le-Château en France, et ils l'ont remis 40 millions de dollars. Quand les Britanniques, les Français, puis les Américains à Londres, ils ont fait une meeting, une réunion pour parler à l'armée iranienne pour qu'il se retire son support royal.
Ils pensaient pas que le régime des mollahs, ils vont devenir anti-sionistes. Ils pensaient pas qu'ils vont devenir anti-Occident. Ils pensaient qu'ils vont être mieux que Donc, ça. bon, Dana, pour relater un peu, parce que ceux qui nous regardent, ils connaissent pas forcément l'histoire. Moi, je connais un peu je me rappelle, j'étais Mhm. petit quand même en 79 avec la prise au pouvoir de Ayatollah à partir de la France d'ailleurs. Donc, vous confirmez que, alors que c'est dans cette époque-là, plus particulièrement la France, l'Angleterre et les États-Unis, ils voulaient absolument la chute du Shah pour le remplacer par les mollahs Oui, parce iraniens. que C'est ça, quoi la raison oui, pourquoi ils voulaient la chute du OK, Shah? la raison principale, il y a en fait deux raisons principales d'après mes études. Hein. Vous le voyez ça à nulle part, puis je trouve ça très, c'est vraiment mes analyses, puis je suis très autodidacte sur le dossier. C'est que si vous faites en recherche sur même Google, vous allez trouver le projet de la ceinture verte. Greenbelt, qui était un projet qui a été mis sur pied par les think tanks, par les laboratoires d'idées démocrates aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale pour neutraliser l'infiltration de l'idéologie communiste de l'Union soviétique en Asie. Pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Staline, en général, l'Union soviétique a réussi beaucoup à s'infiltrer dans beaucoup de pays dans le monde et c'était un mouvement décolonial. Un mouvement décolonial libérateur pour la plupart des pays, comme en Asie, qui étaient des colonies de la France, par exemple. Indochine, qu'aujourd'hui on appelle Vietnam, était aussi la colonie de la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France, ou l'Empire français ou l'Empire britannique, ils l'ont affaibli énormément. Et c'était là que Staline a réussi à infiltrer dans beaucoup de pays au nom de mouvements décolonial. Ils ont commencé un projet qui s'appelle dans les laboratoires d'idées des démocrates américains Ceinture verte de sud-est de l'Asie, qui était à mettre sur pied, à appuyer des mouvements religieux, des mouvements islamistes pour qu'ils prennent l'État, parce que d'après les démocrates américains, puisque le communisme est une doctrine athée, il va si l'État est entre les mains des religieux islamiques, il ne va pas avoir la possibilité de pénétrer dans les pays. Alors, tu vois, après la Deuxième Guerre mondiale, tous les mouvements d'indépendance qui s'est fait en Asie jusqu'à l'Iran, ça a été des États en Indonésie, en Malaisie, et tu peux continuer, ça a été des États islamiques. Mais au niveau culturel, tu vois pas les mêmes problématiques dans un État islamique en Malaisie ou en Indonésie que, par exemple, en Moyen-Orient. Parce que au niveau anthropologique, au niveau culturel, historique, les contextes géopolitiques, même contexte géopolitique, c'est très différent de ces pays-là. Alors, l'Iran était dans cette ligne-là, la continuité de cette ligne-là, Afghanistan aussi. Puis on a vu que Margaret Thatcher et Ronald Reagan, qui a continué les mêmes politiques de Greenbelt, même s'il était républicain, et c'était ces deux personnes-là qui ont investi, qui ont financé énormément l'établissement de l'islamisme wahhabite et son exportation de l'Arabie saoudite en Afghanistan en finançant en fait les écoles islamiques en Afghanistan parce qu'au début les Russes en fait l'Union soviétique a très facilement rentré puis il a pris l'Afghanistan. Mais c'était après, pendant des années, les efforts de Ronald Reagan et Margaret Thatcher à établir ces écoles islamiques et cette doctrine wahhabite qui a fait en sorte que les Afghans, ils sont devenus des talibans Al-Qaïda, puis qui l'ont combattu l'Union soviétique après cette défaite, justement, l'Union soviétique s'est effondrée et les démocrates américains étaient très fiers d'affirmer que finalement, notre ceinture verte, Green Belt,
a résulté à, à l'effondrement de l'Union soviétique comme on l'avait prévu. OK? Eh bien, Alors, l'Iran était, on revient maintenant, pour ne pas perdre le fil de ouais, c'est l'histoire, ça, à 79, la prise de c'est ça. pouvoir avec la complicité Alors, de la France, l'Iran l'Angleterre. était, c'est ça. Alors, l'Iran était exactement dans le même lignée. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, vous le savez, le première opération qui a inauguré la guerre froide, c'est Opération Ajax, qui a été en fait l'affrontement direct entre Staline et les Américains en Iran. Pourquoi? Mossadegh était le premier ministre iranien qui était le bras droit de Staline en Iran et qui, au niveau, même si on dit qu'il était nationaliste, ça fait partie des propagandes de la gauche iranienne. Mossadegh n'était pas nationaliste. Mossadegh était un communiste islamiste, un communiste plutôt islamique, parce qu'il a pris le communisme puis il l'a adapté à sa vision islamique chiite, qui croyait à la nationalisation des ressources iraniennes. C'est lui qui a nationalisé le pétrole en Iran. Quelqu'un qui nationalise un ressource naturelle, il n'est pas nécessairement un nationaliste, vous comprenez? René Lévesque a nationalisé l'hydroélectricité au Québec. Alors, les gens qui ont été de gauche dans les années 50, 60, 70, les politiciens, ils ont nationalisé les ressources nationales pour le peuple. Alors, lui, il avait réussi de nationaliser le pétrole pour les Iraniens, ce qui était toujours au service des Britanniques, parce que les Britanniques, il y avait des compagnies, ils prenaient le pétrole, ils payaient rien à l'Iran, puis ils vendaient, puis il y avait le profit dans leur poche. Mais l'affaire, c'est que lui était un bras droit idéologique de Staline. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque le père de Shah a sympathisé avec Hitler, parce que d'après la doctrine du nazisme, les Allemands, les Italiens, les Iraniens et les Indiens sont des Aryens, donc sont la race supérieure. Alors, à partir de ça, le père de Shah a commencé, le père de Shah qui est le bâtisseur de l'Iran moderne, que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui et tout. Nous, on est très, très, un peu comme Atatürk euh, en Turquie, qu'on doit beaucoup, beaucoup à cet homme. Il a commencé à sympathiser avec Hitler parce qu'il aimait l'idée que les Iraniens sont aryens, puis tout ça. Et c'était là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on appelle ça la corridor perse. Alors, si vous mettez sur Internet, sur Google, la corridor perse, vous allez voir l'histoire que quand les Britanniques et les Russes, ils ont compris qu'il y a certains chimies sympathisants entre l'Iran, qui est un pays géopolitiquement très, très stratégique depuis millénaires, euh, entre l'Iran puis les Allemands, les Russes, ils ont occupé la moitié nord de l'Iran et les Britanniques la moitié sud de l'Iran. Mais l'affaire, c'est qu'après la fin de Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques, ils se sont retirés de l'Iran, ils sont partis, mais pas Staline. Staline ne s'est pas retiré de l'Iran. Il était en train d'envoyer des gens pour faire des carottages en Kurdistan, en Azerbaïdjan, dans l'Iran, puis à trouver où se trouvent les réserves de pétrole, puis du gaz naturel et toutes ces ressources naturelles qui est immense en Iran, et d'avoir cette ambition d'annexer la moitié nord de l'Iran à l'Union soviétique. Alors, il ne sortait pas. D'ailleurs, la partie de Azerbaïdjan qui était en Iran pendant un an et demi, il s'est déclaré
autonome et il s'est déclaré un pays séparé de l'Iran, puis un pays qui avait en fait, une province qui avait cette volonté de s'attacher à l'Union soviétique. Alors, Staline, pendant 1 an et demi, a modernisé la ville de Tabriz, cette province, de façon incroyable, parce que là, ça appartenait à Staline. Et c'était là que les Américains, ils sont venus sur la scène. Malheureusement, Shah d'Iran, quand il était jeune, même il a fait le même geste en 1979 que je ne peux pas le pardonner. Dès qu'il y avait une difficulté, il prenait l'avion puis il partait. Je ne veux pas dire il s'enfuyait, mais parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime toujours, puis je nie pas tous les services qu'il a rendus à l'Iran. Mais alors, dans cette affaire-là, encore une fois, il a pris sa femme, il a pris l'avion, il est allé en Italie. Alors, les Américains, ils sont allés prendre le chat. Ils ont dit, Staline est en train de prendre ton pays, tu vas revenir à ton pays, on va faire un coup d'État. Les Américains et les Anglais, les Britanniques, les deux, ils ont fait un coup d'État pour enlever le premier ministre qui voulait se déclarer le président, Mossadegh, qui était le bras droit de Staline, et de remettre Shah d'Iran à place. En 1951, ce qu'on appelle Opération Ajax, Bien, qui a inauguré la guerre froide entre les Américains et les Russes. tout À à fait. partir de ce moment-là, parce que la monarchie iranienne est rendue une monarchie constitutionnelle à partir de 1906. C'était une C'est-à-dire le monarchie. Parlement, le Parlement, c'est lui qui légifère, c'est pas le roi, c'est ça. Exact, exact. Alors, entre 1906 à 1951, l'Iran avait un parlement social-démocrate. D'accord. Voyez, social-démocrate, très fonctionnel, très en bonne et due forme, un peu comme le fonctionnement qu'on voit maintenant au Canada, même si on a une monarchie, mais on a une monarchie constitutionnelle. D'accord. Même dans le temps du père de Charles, c'était très, très fonctionnel, puis c'était une monarchie C'est constitutionnelle et charmant. très démocratique. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les Iraniens y ont été, maintenant on entend depuis 2 semaines dans les médias français, occidentaux, que les Iraniens sont extrêmement instruits et ils misent beaucoup sur l'éducation, tout ça, mais ça a été toujours l'histoire de l'Iran. Même Mais en le génie 18, perse, il est connu à travers l'histoire, c'est une grande civilisation. alors, même au 18e siècle, même au 19e siècle, l'Iran envoyait ses cerveaux en Europe pour étudier. Puis après, il ramenait et il revenait. Donc, les Mais jusqu'à Iraniens, vous le maintenant, savez, mais aux États-Unis, en Californie, apparemment, on parle de 500 000, 1 demi-million de génies exact, iraniens qui sont exact, là-bas. même au Canada. Même au Moi, Canada, je oui, à pense, Toronto, oui, partout, oui. moi, je pensais que, mon Dieu, si le régime change, tous ces gens-là, s'ils retournent en Iran pour Et dire vous en qu'on êtes va un exemple, bâtir. Mondana. Je vous ai connu à l'UQAC et vous êtes, pour rappel, hein, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Mondana, elle a une expérience de 10 ans dans le domaine de recherche et développement au sein de plusieurs universités, dans l'UQAC, l'école technologie supérieure, Polytechnique, McGill. Elle était aussi chercheuse au sein de plusieurs centres de recherche, l'EREC, et aussi dans l'industrie, dans des projets comme Apollo Microwave, et dans le Québec, etc. Donc, juste pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent un peu plus sur Mandana. Vas-y, continuez. Merci. Alors, c'était, en fait, le système judiciaire iranien a été modernisé par Amir Kabir à 1848. D'accord. 1848. Je dis pas qu'il a enlevé toute la charia, mais il a beaucoup, beaucoup modernisé. C'est pour ça, même après la Révolution, on avait 2 systèmes Est-ce judiciaires qu'il a parallèles. modernisé au sens de la laïcité ou et en maintenant Oui, la oui, oui, charia? enfin. Mais il y a une autre réalité avant que je revienne sur le vif du sujet. L'Iran
pendant 350 ans après l'attaque des Arabes, des siècles d'horreur, puis des siècles des Arabes de l'Arabie Saoudite, là, il y a 1400 ans, pas des Arabes d'aujourd'hui qui ont été arabisés, là. Après des siècles de terreur, après 350 ans, les Arabes sont sortis de l'Iran et l'Iran a eu ses propres dynasties, puis ses propres États. Ils étaient toutes laïques. Ils avaient les religieux à côté. On n'était jamais comme l'Europe. On n'a jamais eu ce pouvoir que Vatican avait sur les dynasties européennes dans l'histoire du Moyen Âge ou quoi. Ils avaient toujours, même si dans le temps des Safavides, c'était le premier dynastie qui a donné un ministère aux religieux. Mais c'était juste le rôle consultatif et le rôle de légitimisation de dynastie dans les mosquées pour les gens. Mais c'était pas les religieux qui avaient le pouvoir. Ça a jamais été vu avant 1979. Que ça, moi, je l'appelle une nouvelle forme de néocolonialisme française, britannique et américain, que depuis les derniers siècles, il utilise en fait la religion de l'islam pour coloniser, mais de façon implicite, puis de façon... mais le but, c'est la même chose, canaliser toutes les ressources, puis canaliser toutes les richesses d'un pays vers leur propre pays. Hmm. Vous le savez, dans le temps de Shah, il y avait un programme d'immigration des Canadiens et des Québécois particulièrement en Iran. Puis moi, quand je travaillais comme ingénieur, j'en ai déjà rencontré 4 ingénieurs retraités iraniens, des ingénieurs en minerie, en pétrochimie, en métallurgie, un autre en civil, qui ont immigré, qui ont signé des papiers en 1974 pour immigrer en Iran. Alors, vous voyez que la révolution, il y a tout inversé. Maintenant, à la place que les cerveaux québécois immigrent en Iran, Et c'est les l'inverse. cerveaux iraniens qui immigrent au Québec. Mais je retourne sur le point que le système judiciaire a été modernisé en 1848 et les cerveaux iraniens, les génies, ils allaient en Europe, ils étudiaient en Europe. Donc, on voit dans l'histoire iranienne, à partir de la dernière décennie du 19e siècle, 1890, il y a des mouvements marxistes très, très forts en Iran, des mouvements marxistes et socialistes. Mais ça, c'est 30 ans avant la révolution d'octobre de Lénine en Russie. Donc, l'histoire du marxisme et socialisme en Iran, l'histoire de la gauche en Iran est beaucoup plus ancienne que la révolution d'octobre de Lénine en Russie. Alors, quand, après des années et des années, ça a pris 15 ans, 20 ans de militantisme, même de l'activisme paramilitaire par des milices socialistes à l'intérieur de l'Iran, surtout au nord de l'Iran, parce que les dynasties, ça venait toujours des familles en Azerbaïdjan. Donc, c'était des familles qui envoyaient leurs enfants en Europe pour étudier. Et à 1906, finalement, la monarchie s'est pliée à devenir constitutionnelle. À 1906. Tandis que la révolution d'octobre en Russie, c'est 1917. Alors, on avait un parlement social-démocrate constitutionnel, une monarchie constitutionnelle 11 ans avant la révolution d'octobre en Russie. De Lénine, d'octobre 17. De Lénine, oui. Donc, juste pour vous dire que à quel point la mentalité de la gauche est enracinée en Iran, et Ouais, c'est pas une question de Staline, c'est pas une question du communisme soviétique, c'est même avant ça. d'accord. Et, et quand je parle de l'islamo-gauchisme,
C'est pour ça, Oui, je maintenant, sais que maintenant on est parti dans tous les ouais, sens. toutes les Et directives. merci Ouais. pour cette perspective historique parce qu'elle est importante pour nos éditeurs, pour qu'ils connaissent le contexte historique de l'actuel Iran. Maintenant, on revient justement, je vous ai coupé à un moment donné en abordant l'islamo-gauchisme. Et Oui, du coup, je profite de l'occasion pour dire comment tu vois aussi la suite des événements pour l'Iran. oui, c'est ça.